Un vent de fronde a soufflé ce matin. Je crois qu'il gronde contre le Mazarin. « 2000 ans d'histoire ». On a donné à cette révolte le nom d'un jeu d'enfant, la Fronde, qui pendant 5 ans a déchiré la France et failli faire tomber la monarchie un siècle et demi avant la Révolution. Il est vrai qu'à l'époque, l'autorité royale était plus fragile que jamais. Louis XIV était encore trop jeune pour régner et le pouvoir était entre les mains de sa mère, Anne d'Autriche, à laquelle Louis XIII, en mourant, avait confié la régence. Assistée du cardinal Mazarin, elle avait le plus grand mal à imposer son autorité aux 2 forces qui allaient se dresser contre elle et déclencher la Fronde, la noblesse qui déteste Mazarin et ne supporte pas d'être écartée du pouvoir, et le Parlement de Paris qui cherche à profiter de la faiblesse du régime pour lui imposer son contrôle. Lorsqu'en 1648, Mazarin augmente les impôts pour financer la guerre que depuis Louis XIII la France mène contre l'Autriche et l'Espagne, le Parlement vote une déclaration visant à limiter le pouvoir royal. Anne d'Autriche et Mazarin prennent alors une décision qui va mettre le feu aux poudres. Le 26 août 1648, ils font emprisonner un vieux parlementaire, Broussel. Le lendemain, dans Paris, la population insurgée construit des barricades. C'est le début d'une guerre civile qui va durer 5 ans. Mort à Mazarini! Vive la France! Mort à Mazarini! Vive la France! Altesse, la Fronde! Venez, Louis. Passez-vous! C'est compté. Ne tirez pas, imbécile! C'est mon frère! Katia Béguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maître de conférences à l'université François Rabelais à Tours, et puis vous venez de publier dans la revue L'Histoire un article sur la Fronde, et plus particulièrement sur un des chefs de la Fronde, le prince de Condé. Alors justement, ce qui a fait de la Fronde une révolte plutôt dangereuse pour l'autorité royale à l'époque, c'est qu'elle n'était pas seulement animée par les Parisiens et par le Parlement de Paris, mais aussi par des princes. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où les princes se joignent à cette révolte parlementaire que vous avez mentionnée, qu'elle prend un tour militaire véritablement dangereux à partir de l'année 1649. Mais c'était d'ailleurs elle a semblé à cet égard incarner un apogée de toute cette contestation aristocratique qui avait émaillé le premier XVIIe siècle depuis le ministériat de Richelieu. Les princes s'étaient déjà rebellés, effectivement, il faut rappeler, contre Louis XIII et contre Richelieu. Mais alors, c'est pas n'importe quel prince, c'est les princes de sang, c'est l'oncle du roi, Gaston d'Orléans, qui lui était un rebelle chronique, si je puis dire. Oui, qui s'est soulevé à maintes reprises pendant le règne de son frère, de Louis XIII, et en invoquant bien sûr la tyrannie du cardinal de Richelieu pour se justifier, et qui a été effectivement un révolté impénitent pendant toute cette période, ce qui n'est pas le cas cependant de tous les frondeurs, et notamment du prince de Condé, qui lui avait opté plutôt pour un loyalisme politique. Au début, parce qu'après il va se retourner, vous nous expliquerez pourquoi, il va se retourner quand même contre Mazarin et contre Anne d'Autriche, sinon contre Louis XIV. Il y a aussi la fille de Gaston d'Orléans, la duchesse de Montpensier, qu'on appelait la grande mademoiselle. Il y avait la sœur du prince de Condé, la duchesse de Longueville, qui était, disait-on, l'âme de la Fronde aussi. Oui, toutes ces femmes qui justement ont joué un rôle très important dans la Fronde. Il y a la duchesse de Longueville, aussi la duchesse de Chevreuse, qui elle aussi est une ancienne opposante à Richelieu, et qui ont entraîné avec elle soit des personnages. Enfin, la duchesse de Longueville a, paraît-il, entraîné La Rochefoucauld pour des raisons sentimentales dans son entreprise frondeuse. Et bien sûr, avec elle, beaucoup de fidèles, de clients, de proches
grâce à cette aura qu'elles avaient. Il y a le prince de Conti, il y a également Paul de Gondi, le futur cardinal de Rais. Bon, vraiment, ils sont tous dressés contre qui, en fait? Contre le roi Louis XIV qui a 10 ans à peine à l'époque, contre Anne d'Autriche, sa mère, contre Mazarin? Non, oui, c'est Mazarin qui focalise sur sa personne toute la vindicte populaire, aristocratique et même d'une certaine façon des officiers, des parlementaires. Un Mazarin que l'on présente justement comme le responsable de tous les maux de la France, du gouvernement qualifié de tyrannique de ces années de guerre dans lesquelles la pression fiscale s'accentue. Parce que la France est en guerre, il faut le rappeler. Voilà, la situation de la France, justement, explique largement ces mécontentements qui vont tous s'unir de façon temporaire pendant la Fronde, mais qui s'étaient déjà manifestés auparavant, notamment les révoltes populaires contre la fiscalité qui s'accentuent et qui vont être exploitées par les frondeurs. Alors, on a parlé des princes, mais alors il y a le Parlement de Paris. Il faut peut-être rappeler, Katia Béguin, ce qu'était le Parlement de Paris à l'époque et ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui déclenche la Fronde. La Fronde commence par être ce qu'on appelle la Fronde parlementaire. Que veut le Parlement de Paris? Alors, effectivement, le Parlement de Paris a un rôle important dans la hiérarchie des pouvoirs de la France d'Ancien Régime, et il se veut notamment le gardien et le dépositaire des lois du royaume. Et de ce fait prétend avoir une responsabilité, exercer une tutelle sur le jeune roi qui n'est pas encore capable de gouverner, qui peut toujours être manipulé par ses conseillers, par ses proches, par les ministres. Donc c'est comme gardien vraiment de ce qu'est la légitimité politique qu'il s'insurge contre les entreprises du Conseil du roi en 1648. Oh, il va même plus loin, il demande carrément beaucoup plus de pouvoir. On a presque le sentiment qu'il demande au fond une monarchie très limitée. En 1648, ils exigent quoi? Ils exigent la suppression par exemple des intendants, ceux qui sont chargés de participer à la perception de l'impôt, et puis ils demandent à ce que plus aucun impôt ne soit voté sans l'agrément du Parlement. Ce qui veut dire grosso modo un contrôle parlementaire sur un autre régime, c'est ça qu'ils veulent. Alors c'est effectivement une des accusations que la régente a portées contre les parlementaires. Elle les a accusés de vouloir instaurer une république en France. La réalité, bien sûr, c'est que cet impôt est au centre des revendications parlementaires. On demande finalement le démantèlement de tout ce qui a été construit sous le règne de Louis XIII et sous Richelieu, c'est-à-dire cet état des moyens extraordinaires justifiés par la guerre, les intendants qui se substituent aux officiers dans les provinces, les financiers qui lèvent l'argent de façon... qui sont une modalité de lever l'argent tout à fait extraordinaire aussi, et qui sont qualifiés de sangsues du peuple par les parlementaires, et on demande leur suppression, leur rappel, et un retour à l'ancien régime fiscal, moins lourd, moins pesant. C'est le démantèlement de l'État Richelieu. Alors c'est pourquoi, effectivement, ni Anne d'Autriche ni Mazarin ne veulent entendre parler des exigences du Parlement. Ils font le contraire même, ils arrêtent un parlementaire, je l'ai dit tout à l'heure, Bruxelles, ce qui provoque les fameuses barricades du 27 août 1648, le début de la Fronde, à travers les textes passés en revue par Stéphanie Duncan. Dans ses mémoires, Madame de Motteville, la dame de compagnie d'Anne d'Autriche, la régente, montre l'ambiance à Paris le 26 août 48, après l'arrestation justement de Bruxelles. Là, dit-elle, se forma un combat de mains et d'injures qui n'était pas moins périlleux à l'État que les plus grands qui se sont jamais donnés avec le fer et le feu. Les Parisiens, comme des forcenés, criaient qu'on leur rende leur protecteur. Mais notre régente, étant née avec un courage intrépide, se moquait de ces émotions populaires. L'émeute pourtant va très vite s'amplifier, et voilà le récit d'un frondeur, le cardinal de Rais. Le mouvement, dit-il, fut comme un incendie, subit et violent, qui se prit du Pont-Neuf à toute la ville. Tout le monde, sans exception, prit les armes. On voyait des enfants de 5 et 6 ans avec les poignards à la main. On voyait les mères qui les leur apportaient elles-mêmes. Il y eut dans Paris plus de 1200 barricades en moins de 2 heures. La duchesse de Nemours écrit dans ses mémoires que les rues furent fermées en un moment par des chaînes et par des barricades faites avec des tonneaux remplis de terre et de fumier. On sera en mai 68, là. Ouais, la terre et le fumier en moins. Dans un poème burlesque, le baron de Verderonne nous montre le petit peuple prenant les armes, n'importe quelles armes, vous allez voir. Chacun s'arme aux environs, qui de crocs et qui d'avirons, de cailloux, de piques et de pelles, de bancs, de tréteaux, d'escabelles, de barres de fer, de levier, et, jurant sans cesse morbieux, prend l'hallebarde ou quelque épieu.
Le premier président du Parlement, Mathieu Molé, expose à la régente la grandeur du péril. Le danger est si public, dit-il, qu'il ne peut être scellé. Ce n'est là qu'un commencement. Le mal peut croître à tel degré que l'autorité royale y périra. Alors que le peuple crie souvent « Vive le roi », certains pamphlets mettent en cause l'autorité du roi. Dès lors qu'un roi abuse du pouvoir que Dieu lui donne, il cesse d'être roi et les sujets d'être sujets. Mais c'est surtout sur Mazarin que va se concentrer la haine des frondeurs. Des milliers de ce qu'on appelle des mazarinades vont s'écrire, se chanter et colporter dans les rues de toutes les villes de France la haine de l'italien. On ne sait quel est ce chétif, quel est son père présomptif, d'où nous est venu ce faussaire, s'il est noble ou s'il est métif. Il est de Sicile natif, il est toujours prompt à mal faire. Alors les frondeurs invitent donc ce vulgaire Italien à rentrer dans son pays le plus vite possible. Faites votre paquet, l'homme à la rouge tête. Courez vite chercher votre pays latin, il faut plus sûr pour vous sur le mont Aventin qui ne fait à Paris avec les enquêtes. C'est terrible à quel point les Parisiens en veulent à Mazarin, ils concentrent vraiment toute la haine. Est-ce que ça tient au fait qu'il était italien? Est-ce que c'est de la xénophobie? Oui, c'est une forme de xénophobie latente et récurrente dans la France à ce moment-là. Il faut rappeler d'ailleurs qu'Anne d'Autriche était elle-même espagnole d'origine. Anne d'Autriche, oui, est espagnol, mais c'est l'italien qui incarne aux yeux des Français justement toute une série de vices, de travers. D'abord, ce sont des gens du pays de Machiavel sur le plan politique et ça a une signification importante pour l'époque. On leur prête justement des intentions tyranniques, despotiques pour cette raison-là. Et puis, la France avait déjà fait l'expérience pendant la régente précédente d'un gouvernement exercé par un Italien qui était Concino Concini et lequel avait été aussi l'objet de cette colère, cette vindicte populaire. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que Mazarin n'est pas de condition roturière, comme on l'a parfois dit, et il n'est surtout pas un Sicilien, c'est quelqu'un qui est né dans une famille romaine et une famille romaine assez puissante et qui est une famille noble. En tout cas, on le déteste, on lui reproche aussi son argent, on soupçonne d'être corrompu, on soupçonne d'être l'amant d'Anne d'Autriche. Bref, c'est l'objet de toutes ces mazarinades. Alors parmi ces mazarinades, il y en a quelques-unes qui ont échappé à votre vigilance, Stéphanie, il y en a eu beaucoup, mais que Anne Kobilac a retrouvé pour nous. Écoutez. Pour villes et villages, le tocsin il faut sonner, rompez tous les passages qu'il avait ordonnés. Faut sonner le tocsin d'un pour pendre Mazarin. Ce méchant plein d'outrage a ruiné sans défaut. Vous tous gens de village, vous donnant des impôts. Faut sonner le tocsin d'un pour pendre Mazarin. Notre France est ruinée, faut de ce cardinal abréger les années, il est auteur du mal. Mazarin ce bougeron dit qu'il n'aime pas les cons. C'est un scélérat, c'est un bougre ingrat de les avoir en haine. Il n'eût jamais été qu'un phare sans celui de la reine au guet, sans celui de la reine. Pourquoi je ne me pointe de mal à Mazarin ce cardinal? C'est un étranger... Ok, vous êtes bien sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Et c'était Gilles Elbaz et Michel Goubin qui interprétaient des mazarinades, des chansons donc de l'époque. Mazarin qui, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, décidait de quitter Paris avec Anne d'Autriche et son fils Louis XIV. Écoutez un extrait du très beau film de Roger Planchon, Louis, enfant roi. Courage, Louis. Je veux mes robes. L'or et l'argent dans les poches basses. Les diamants dans la poche haute. Je veux mes robes. Philippe, nous n'allons pas à la comédie. Nous allons rejoindre nos armées et les princes des Condés. Sacré Condos, vous avez commandé de faire voir les chevaux. Louis, ne faites pas ce juron. Nous partons à Saint-Germain. Toute la famille royale nous suit. Orléans, Longueville, Conti. Ce sont des chiens. Mieux vaut leur crotte à Saint-Germain que leur complot dans Paris. Avancez, mon Dieu, monsieur. Alors, quel étrier?
C'était donc la fuite d'Anne d'Autriche, de Louis XIV et de Mazarin à Saint-Germain en janvier 1649. Donc à l'époque, au tout début de la Fronde, on vient de l'entendre, Katia Béguin, Louis XIV et sa mère et Mazarin pouvaient compter sur Condé. Condé va assiéger Paris pendant 3 mois, reprendre Paris, mais Condé va ensuite se retourner, ce qui va rendre très compliqué la Fronde, mais va se retourner ensuite contre le roi. Oui, et d'ailleurs, dans l'extrait que vous avez passé, on entend Anne d'Autriche qui explique que ce sont des chiens, Conti et Longueville, qui justement, eux, font le choix à ce moment-là de ne pas suivre leur frère, qui était le chef des armées royales, et des armées royales qui assiégeaient Paris, qui affamaient Paris, pour le réduire par la force à cette obéissance qui avait disparu depuis quelques mois. Mais pourquoi Condé, quand même, ce prince de sang, se retourne contre le roi après l'avoir sauvé, en quelque sorte, des tout débuts de la Fronde? Condé a un comportement qui est fondé sur un loyalisme politique qui attend des récompenses, et l'objet de sa révolte ultérieure, c'est d'une part son emprisonnement, et ça... Oui, il est arrêté en 1650. Il est arrêté en 1650, et la volonté déjà antérieure qui explique cette arrestation, de limiter les pouvoirs de Mazarin au sein du Conseil, et en effet, à l'automne 1649, il obtient avec Gaston d'Orléans d'ailleurs, les deux se sont réconciliés en l'occurrence, que les pouvoirs de Mazarin sur les faveurs, sur les finances, bien sûr, puisque c'était un objet très important, soient limités de façon durable et que les décisions soient prises à la pluralité des voix. Alors l'arrestation de Condé va entraîner ce qu'on appelle la Fronde des princes. Après le Parlement, voilà les princes qui se rebellent à ce moment-là, et puis alors c'est là où tout devient extrêmement compliqué, parce que il y a des ralliements, des princes soutiennent le roi, puis le lâchent, puis l'abandonnent, il y a des trahisons, c'est vraiment une période d'anarchie, la Fronde. C'est assez difficile à démêler les fils de tout ça, mais c'est assez compliqué en fait. Oui, ce qui complique effectivement les choses, c'est qu'il y a 2 frondes, même parmi l'aristocratie, cette vieille fronde justement qui avait joint les parlementaires en 1649, et qui pour l'essentiel regroupe les anciens opposants à Richelieu, ou des personnages qui attendaient des satisfactions de Mazarin qu'ils n'obtiennent pas. Condé ne s'y mêle pas, évidemment, puisqu'il est à ce moment-là, il exerce une position prédominante au sein du Conseil du roi, et ensuite, toutes les années 1651-1652 vont être des allées et venues entre l'union et la désunion de ces 2 frondes, et au fond, une union qui, dans la mesure où elle ne repose pas sur un projet politique véritable à opposer à la monarchie absolue, est toujours une union éphémère. Et au milieu de tout ça, il y a le tout petit, le tout jeune Louis XIV, 12-13 ans, qui fait ses premières armes, si je puis dire, qui découvre la nature des choses, et puis surtout qui a été, dit-on, traumatisé, surtout lorsqu'en 1651, donc Mazarin doit quitter Paris pour se réfugier en Allemagne, et que les Parisiens pénètrent de force au Palais Royal pour empêcher le roi de partir, comme il avait fait 2 ans plus tôt. Un autre extrait du film de Roger Planchon. Fermez les portes, toutes les portes. La populace ne doit pas envahir le palais. Le cœur de Paris bat pour son petit Louis. Où est la chambre royale? Nous voulons voir le roi. On a calomnié un enfant. On a sali l'enfant roi. Jamais le roi n'a voulu quitter Paris. Des canailles vous montent. Se moquent de vous. Parle de vous. Votre petit Louis chéri. Tu veux ton museau en compote? Il dort. Et si vous avez besoin de voir pourquoi, avancez. Lorsque le roi sera roi, les malheurs du royaume s'arrêteront. Ne poussez pas. Tous, ventre plein, chanteront la gloire de lui. Pour Louis de France, abandonné, trahi, disons une bonne prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme un ange, le roi dort. Alors là, on vient d'entendre Anne d'Autriche. C'est extraordinaire la façon dont elle retourne, en fait, la population parisienne derrière son fils, Louis XIV. En fait, elle exploite très bien la situation. Mazarin est parti, mais elle se débrouille pour diviser les princes les uns contre les autres, pour dresser les princes contre le Parlement de Paris, ou le Parlement de Paris contre les princes. C'est vrai que les Parisiens commençaient à en avoir marre de Condé, de Gaston d'Orléans, qui commençaient effectivement à exploiter la ville. Oui, c'est l'une des particularités de cette période, c'est-à-dire cette conception politique commune que partagent tous les acteurs du conflit, et qui consiste justement à utiliser la force du peuple pour servir ses intérêts. Et là, on voit dans cet extrait la façon dont Anne d'Autriche désamorce la colère populaire, et surtout les rassure sur la présence du roi, puisque évidemment ce que craignaient les Parisiens, c'était un renouveau d'un siège, et évidemment
la perte du ravitaillement qui s'était produite en 1649. C'est un peu la division des frondeurs, si je puis dire, qui finalement fait tomber la Fronde, fait s'essouffler la Fronde. C'est un peu ça, Katia Béguin, non ? Oui, c'est la division profonde des frondeurs qui ne conclut jamais entre eux que des accords formels et qui ne sont pas durables, que les uns et les autres dénoncent après. Chacun court après ses propres objectifs, ses propres ambitions. Par exemple, justement, le cardinal de Rais dont vous parliez abandonne le parti frondeur au printemps 1651, ce qui lui vaut le chapeau de cardinal et qui était son ambition principale. Et à l'inverse, en 1652-53, Mazarin parvient à détacher une partie des grands nobles frondeurs par ses récompenses qu'il leur octroie. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison, Katia Béguin, qui est la crainte de voir se produire en France ce qui se produit au même moment en Angleterre ? Il faut rappeler qu'il y a une révolution, que Charles Ier est décapité et qu'on voit jusqu'où peut mener une révolte populaire. Oui, c'est paradoxalement ce qui fera la force du parti royal. Dès 1649, après la décapitation de Charles Ier, on signe beaucoup plus vite que prévu un accord entre la monarchie et le Parlement. Et ce modèle anglais sert évidemment de repoussoir pour tous ce qu'on appelle à l'époque les gens de bien, et qu'on oppose, le terme tout à l'heure était révélateur, à la populace, qui donc met en avant ce danger que peut représenter l'excès de la sédition politique et populaire. Alors en tout cas, la Fronde, effectivement, s'essouffle, se termine même, on peut dire, en 1653, ce qui permet effectivement le retour de Mazarin le 3 février 1653. Son Éminence le cardinal Giulio Mazarini, Premier ministre de France. Éminence, regardez, vos cheveux roses ne vous ont pas oublié. Non, quelle joie, Éminence, de vous revoir parmi nous. C'est le plus beau cadeau qui pouvait être fait à la France. Au travail. Pour abattre l'Espagne, vos armées peuvent franchir les Pyrénées, mais... Mais c'est stupide. La bonne façon de verrouiller vos frontières des Pyrénées et des Flandres, c'est pour vous d'épouser l'infante. Bien. Le roi de France s'épousera l'infante d'Espagne. C'est donc le retour de Mazarin, ça met un terme à la Fronde. Il se met tout de suite au travail, on vient d'entendre, avec le tout jeune Louis XIV, auquel il propose un mariage avec l'infante d'Espagne. Ça se produira bien plus tard, en 1660. Mais le retour de Mazarin, c'est la fin de la Fronde, Katia Béguin. Oui, c'est la fin de la Fronde. Il y a eu plusieurs retours de Mazarin, certains trop prématurés, qui d'ailleurs ont provoqué à nouveau un sursaut de la contestation. Lorsqu'il rentre à la fin de l'année 1652 en France, le Parlement le déclare à nouveau perturbateur du repos public. Oui, il est parti plusieurs fois, donc revenu plusieurs fois, mais là, voilà. Il vient pour s'installer cette fois-ci. En 1653, le retour est définitif, et il s'attache tout de suite à calmer aussi ce qui était la source de la contestation, notamment parisienne. Il fait payer les intérêts des rentes des bourgeois parisiens, qui étaient mécontents à cause de ces arriérés impayés, et s'attache justement à satisfaire, désamorcer la plupart des attentes du peuple de Paris. Et surtout, cet homme tellement décrié, tellement attaqué, revient donc à Paris en 1653. Il va gouverner, il faut le rappeler, jusqu'en 1661, c'est-à-dire encore pendant 8 ans. Le temps, jusqu'à sa mort en 1661, date à laquelle on peut dire que vraiment Louis XIV règne seul. Oui, et d'ailleurs Louis XIV a d'une certaine façon tiré la leçon de cette fronde parisienne et princière, et notamment a tiré la leçon de la haine qui s'était exprimée contre le Premier ministre qui bien sûr formait un écran qui canalisait toutes les haines, et qui préservait la personne du roi, on l'a vu, qui n'est jamais mis vraiment en cause par les frondeurs, mais il a tiré la leçon en justement instaurant un gouvernement personnel, un gouvernement direct, et annonçant en 1661 qu'il gouvernerait désormais sans Premier ministre. C'est ça, parce que au fond, paradoxalement, ce qu'a fait la Fronde en ébranlant considérablement l'autorité du roi, c'est qu'elle a tellement traumatisé la Fronde Louis XIV que c'est lui qui sera un des rois les plus absolus que nous n'ayons jamais eu, sinon le roi absolu, en fait. C'est lui qui invente l'absolutisme. Oui, son règne est considéré comme l'apogée de cette monarchie absolue, de cette monarchie obéie, et en effet, c'est à peu près la fin des contestations, en tout cas des contestations des élites. Il y a encore quelques soulèvements antifiscaux qui sont réprimés, mais cette collusion qui avait fait tout le danger de la Fronde ne se produira plus par la suite. C'est le traumatisme de la Fronde, en quelque sorte, qui a poussé Louis XIV peut-être à devenir un roi absolu plus tard.
Oui, et il a eu cette prétention effectivement à entraver à l'avenir toute cette possibilité de contestation, notamment, enfin, on a attribué un grand rôle à ces grands à Versailles qu'il s'est attaché justement à sa personne dans la cour pour ne plus leur permettre d'avoir cette attitude de mécontent soulevant les provinces. Eh bien, merci Katia Béguin. Écoutons justement pour conclure la fin du film de Roger Planchon, Louis Enfant Roi, sur une musique de Lully. J'ai vaincu ce python qui désolait le monde, ce serpent de l'enfer, la révolte, la fronde. Amoureux des beautés de la seule victoire, je cours sans cesse après la gloire. Déjà seul, je conduis mes chevaux lumineux, qui traînent la splendeur et l'éclat avec eux. Une divine main m'en a remis les rênes. Une grande déesse a soutenu mes droits. Nous avons même gloire. Elle est l'astre des reines. Je suis l'astre des rois. Vive le roi! C'était un extrait du film Louis Enfant Roi, donc un film de Roger Planchon, disponible en cassette chez Polygram Vidéo. Je rappelle que Katia Béguin, qui était mon invitée, est l'auteur des Princes de Condé, rebelles, courtisans et mécènes dans la France du grand siècle, aux éditions Champvallon, collection Époque. Et de même, Katia Béguin, vous avez écrit un article sur la Fronde des Nobles, portrait du prince de Condé, dans le dernier numéro du mensuel L'Histoire, qui consacre par ailleurs un dossier spécial aux 1000 ans de croissance économique. Ce numéro est en vente durant 2 mois. À lire également sur notre sujet Mazarin de Claude Dulon, paru chez Perrin en octobre dernier, Mazarinade, la Fronde des mots de Christian Jouot, publié chez Aubier. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. Envoyez-nous aussi vos remarques et suggestions sur notre adresse électronique 2000ans.histoire@radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor et Marc Pruny. Documentation, Rebecca Dedante et Christine Villarcan. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.